Bonjour et bienvenue à TV Mag. Aujourd'hui, nous recevons Madame Magali Roy, qui est la directrice de l'organisme Élixir. Bonjour Magali. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Magali, l'organisme à but non lucratif Élixir est situé à Sherbrooke. Oui. Quel est le but de cet organisme-là? Oui, en fait, nous, on est un organisme en prévention des dépendances chez les femmes. Oui. Donc, dans la région de l'Estrie. On est situé à Sherbrooke, mais on va vraiment dans toutes les régions estriennes là, qui font appel à nous. Principalement, c'est pour briser l'isolement, beaucoup des femmes, mais aussi pour créer un lien d'appartenance, puis discuter là, des problèmes de consommation qu'ils peuvent avoir ou qu'ils ont peur d'avoir. Ah oui, OK. Oui. Est-ce qu'il y a un âge maximum, un âge minimum pour les femmes? En fait, notre milieu de vie est ouvert aux femmes là, de 16 ans et plus. Cependant, on ne demande aucune carte d'identité là, à l'entrée. Tout est de façon confidentielle, puis il n'y a pas d'âge là, de fin. Oui. Donc, on a des dames de 75 ans encore là, qui viennent à l'organisme, on fait des accompagnements avec eux. Puis, c'est bien. Quand on parle de dépendance, on parle de quelle sorte de dépendance? En fait, ce qui est beau dans la prévention des dépendances, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Donc, c'est sûr qu'on se concentre plus sur les substances qu'on connaît davantage. Donc, toutes substances psychoactives. Quand on parle de substances psychoactives, on parle bien sûr de cannabis, d'opioïdes, de drogues de synthèse, donc cocaïne et tout ça, mais aussi qu'est-ce qui est illégal, donc tout alcool, médicaments, qui est très, bon, je peux dire un peu populaire dans notre population là, à l'organisme, mais boissons énergisantes également, cigarettes. Donc, on regarde vraiment tout ce qu'il y a un jeu sur les neurotransmetteurs du cerveau. Ah oui. Donc, j'imagine que l'organisme a vu le jour en 1984. Oui. Vous n'étiez pas au monde. Et non. Effectivement. Vous êtes directrice depuis 2019-2020? Oui, depuis 3 ans, là, juste avant la pandémie. Donc, oui. Fait que ça a été tout un défi à prendre le rôle de direction pour un organisme comme ça qui existe depuis longtemps. Depuis longtemps, oui. Puis j'ai eu la chance dans l'équipe d'avoir une personne qui est là depuis très longtemps également. Oui. Donc, qui sert un petit peu de pilier, qui a connu l'organisme là, dans sa création, en fait. Ah oui? Donc, ça permet d'avoir des belles bases et des beaux souvenirs aussi pour m'aider dans la continuité puis dans l'avenir de l'organisme. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que, bon, vous avez sûrement vu depuis les 3 dernières années, est-ce que vous avez vu pas une évolution, mais une évolution. Une évolution, c'est ça. Dans le monde de la consommation, est-ce qu'il y a eu des augmentations ou est-ce que c'est pire que c'était? C'est sûr qu'avec la légalisation du cannabis, pardonnez-moi, on a vu quand même un changement, beaucoup de questionnements, ce qui est vraiment intéressant. Donc, les gens nous appellent beaucoup pour avoir des informations sur qu'est-ce que ça pourrait faire si je prendrais ça. Donc, nous, on les réfère là, à ce moment à Santé Cannabis ou à des choses comme ça, mais ça permet d'avoir des belles discussions sur le pourquoi on commence à consommer, pourquoi on souhaite continuer la consommation. C'est important de dire que nous, on est en réduction des méfaits aussi, donc on n'est pas en abstinence. OK. Nous, on va encourager les personnes à réfléchir, en fait, sur pourquoi ils consomment, puis les méthodes et pourquoi, puis de voir un peu les impacts, autant positifs et négatifs que ça a là, sur leur quotidien. OK. Fait que c'est de l'information que vous apportez à ces gens-là, à ces femmes-là, et ce n'est pas de la désintoxication même, c'est vraiment de l'information et les diriger, j'imagine, vers des endroits lorsque ces personnes-là sont prêtes. Et voilà, lorsqu'il y a un problème de consommation présent, donc la personne est en dépendance, là, on va la référer à des centres. Là, on a des ententes avec un centre à Sherbrooke, puis avec d'autres également là, pour qu'est-ce qui va être plus adapté à la situation. C'est sûr que des endroits de thérapie pour toxicomanie femmes, c'est quand même très rare. Oui. Puis les enjeux ne sont pas vécus de la même façon que chez les hommes. Oui. Comment ça se présente? Quand on dit que c'est pas vécu, parce que vu que le début remonte à 1984, puis dans ce temps-là, ça devait être très tabou. Les femmes qui consommaient ou qui avaient des dépendances. Tabou, mais pas tant. Je vais vous raconter un peu l'histoire de la création de l'organisme, si je peux. C'est une belle histoire, en fait. C'est en 1980. Le gouvernement a fait des études au Québec pour savoir un peu la dépendance chez les femmes. Donc, les modes de consommation et la dépendance chez les femmes. De là est sorti des programmes spécifiquement pour les femmes. Donc, en 1984,
1983, pardon, il y a eu des programmes là, qui ont sorti du gouvernement donc pour arrêter de fumer, pour apprendre un petit peu, je ne me rappelle pas des programmes exacts, non, c'est pas grave. Et de là, en fait, c'est un centre de femmes de l'Estrie. C'est 3 femmes qui ont dit, mais nous, on veut faire un projet, on veut déposer un projet pour ça. Donc, en 1984 est né le projet Élixir ou la suétude d'Ève. Oui. Puis, on a été incorporé là, en 1990. Mais c'est vraiment venu de 3 femmes qui se sont dit, on va créer quelque chose pour nous représenter, pour voir comment est-ce que nous, on se sent. Puis c'était vraiment pour la discussion, en fait, puis l'information, surtout de la cigarette, mais aussi de d'autres substances. C'était un peu de l'accompagnement? Oui, plus d'accompagnement pour ne pas laisser les femmes... C'est beau d'avoir des programmes, mais il faut avoir un accompagnement qui vient. Et voilà. Mais ce qui est beau, c'est que ça vient vraiment de la population. Donc, de 3 femmes cherbourgoises qui se sont dit... Ensemble, on a besoin d'un réseau. Donc, de là est né Élixir. Ben oui, c'est merveilleux. Je ne sais pas si ces dames-là s'attendaient à ce qu'elles soient encore présentes, que Élixir soit encore présente en 2023. Je ne le sais pas, mais c'est beau. Je trouve ça beau. Puis voir la transition aussi, voir les changements qu'il y a eu depuis. Donc, on est parti vraiment de rien, en fait. Oui. Puis là, aujourd'hui, bien, veux pas, j'ai quand même là, des projets encore sur pied, encore en tête. Puis, il y a un bel avenir vraiment pour ça. Puis, avec la prévention, malheureusement, ça ne s'arrête jamais. Non, donc, exactement, c'est ça. Alors, quand une femme va vous voir, par exemple, elle va consulter le site Internet, on va vous mettre les informations à la fin de l'émission. Elle va sur le site Internet et elle se pose des questions à savoir, est-ce que j'ai une dépendance? Est-ce que c'est quelque chose que je devrais soigner? À ce moment-là, elle peut vous contacter, puis vous pouvez la guider en disant, en consultation, j'imagine. Oui, effectivement. C'est ça, j'ai de la misère aujourd'hui. Alors, vous allez voir un peu c'est quoi le problème. On va faire une évaluation là, des besoins puis de la situation. En fait, elles peuvent nous rejoindre par téléphone, mais aussi via Messenger ou par courriel. Des fois, pour la confidentialité, elles préfèrent. De là, on se fait une rencontre là, individuelle, donc une intervenante et la personne. Nous, chez nous, il n'y a aucune prise de notes. Donc, c'est vraiment là, très confidentiel. Il n'y a pas de suivi qui se fait non plus. Donc, on discute vraiment de façon informelle pour mettre la femme là, vraiment en confiance aussi. On a des divans, on est assis sur des divans. C'est vraiment pas d'un bureau à l'autre. Puis, dans le fond, on discute. On regarde vraiment s'il y a une problématique maintenant. S'il y a un danger maintenant. Si, par exemple, nous, on n'est pas la ressource, tout de suite, on va la référer vers un centre de thérapie ou autre. Des fois, ça peut être l'hôpital. Des fois, ça peut être juste son médecin de famille aussi. Parce qu'il y a beaucoup de surmédicamentalisation. Ça aussi, ça fait partie de la consommation. C'est notre plus grand champ de bataille, là, avec surtout l'automédicamentation. Donc, les produits libres en pharmacie rentrent aussi l'homéopathie puis les produits naturels qui ont quand même un impact direct là, sur nos neurotransmetteurs. Donc, c'est vraiment de faire le mélange de tout ça. Puis, suite à ces rencontres-là, nous, ce qu'on fait à cette rencontre-là, bon, bien sûr, on va la référer, mais on va aussi l'inclure dans notre milieu de vie, qui est notre principal service là, à l'organisme, la mission de l'organisme. Donc, c'est un milieu de vie vraiment pour créer un milieu, là, un lieu sécuritaire et sans jugement pour les femmes. Donc, où elles se sentent à l'aise de dire ce qu'elles veulent et il y a vraiment un beau mélange, en fait, qui se crée. Parce que, bien sûr, on retourne de 5-10 ans, on avait quand même un noyau de femmes restreint, donc qu'elles se connaissaient bien et tout. Puis, dans les dernières années, on a été chercher des femmes là, avec des parcours plus particuliers. Donc, moi, je viens quand même là, du milieu d'intervention, là, de proximité, un peu plus de rue. Donc, vraiment, j'apporte les femmes marginalisées à l'organisme avec mon équipe. Alors, il y a vraiment une belle mixité, là, autant générationnelle que de personnalités, de classes sociales aussi. Fait que l'entraide se crée. Puis, récemment, là, on a vu des groupes de sphères vraiment différentes, des femmes de sphères vraiment différentes qui s'organisent des choses à l'extérieur ensemble. Tu sais que jamais ça aurait pu se faire, donc ça crée vraiment des beaux liens. Là. Ça brise des barrières, et voilà. Autrement dit. Parce qu'il n'y a pas un profil type de consommatrice. Ah oui. Donc ça peut être n'importe qui là, qui peut tomber là-dedans. C'est ça, hein? Il n'y a personne qui est à l'abri de personne, ça. Non. Puis ça peut arriver à n'importe quel moment dans la vie. Et voilà, il suffit de...
Puis là, je dis pas qu'il faut pas prendre de médicaments, mais il suffit de prendre un antidépresseur qui crée quelque chose d'autre. Puis chez les femmes, je veux pas, la prescription est beaucoup plus facile que chez les hommes encore aujourd'hui. Oui. Donc, on voit là une surmédicamentalisation vraiment importante, mélangée avec toutes les choses qu'on retrouve sur le marché. Oui, exactement. Tout à l'heure, vous avez parlé dans les dernières années, comment ça a évolué avec la pandémie. On a vu quand même une baisse importante de la qualité des substances sur le marché. Oui. Donc, ça a un impact sur l'effet. L'effet suite à la consommation. Donc, ça crée des hospitalisations puis des expériences négatives aussi. Oui, exactement. Puis les opioïdes qui ont toujours existé, mais qui sont maintenant partout sur la rue et très facile d'accès. Très facile d'accès, justement, et qui causent des dommages incroyables là, aux parfois gens. Irréparables. Et puis souvent, les gens vont penser acheter quelque chose, et ce n'est pas ça. Ça va être des opioïdes, puis ça va être extrêmement fort. Puis c'est un fléau que vous devez vivre. Vous devez voir régulièrement aussi, hein? Autant les femmes que les hommes. Oui, ça, il n'y a pas de barrière de genre à ce niveau-là. Puis j'en profite pour parler en plus que bientôt, là, dans les mois à suivre, on va avoir une machine, un spectromètre que ça s'appelle. Oui. Ça va être pour détecter les substances justement dans les drogues, dans les substances illicites. Donc on va pouvoir amener là, la petite poudre, la faire tester, en fait, puis en 3 minutes, là, on va avoir le résultat des 5 substances les plus présentes. Donc, une personne qui se questionne sur sa marchandise, voir est-ce que je veux consommer ça, si moi, je veux consommer, disons, un stimulant, mais que dans ma substance, il y a beaucoup plus de dépresseurs, l'effet désiré ne sera pas le même. Donc, l'effet désiré et l'effet réel vont vraiment diverger, puis l'expérience ne sera pas la même. Donc, ça va permettre à la personne de faire une réflexion de est-ce que c'est vraiment ce que je veux consommer et de là de prendre une décision là, éclairée et réfléchie. Là. Parce que aussi, vous dites que vous n'êtes pas un centre de désintoxication, mais les gens sont libres d'aller vous voir pour avoir ce genre d'informations. Voilà. Aussi, ça ne veut pas nécessairement qu'ils veulent aller en désintoxication ou ils peuvent demander de l'aide, mais ils peuvent poser des questions aussi à savoir si qu'est-ce qu'ils consomment est dommageable. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? C'est ça. Les modes de consommation aussi. On distribue du matériel propre là, de consommation pour éviter les risques aussi de transmission de maladies et tout ça. Puis on se dit, plus qu'on est éclairé, plus qu'on peut faire un choix libre. Exactement. C'est vraiment là, dans notre lignée. Puis on va aussi dans les festivals, nous, en Estrie. Oui. Donc on a des kiosques avec notre projet qui s'appelle La Halte. Donc c'est vraiment un safe space là, pour toute personne en consommation. Donc qui ont une mauvaise expérience. On a des gros coussins par terre pour calmer, prendre soin des personnes. Revenir un petit peu à un état là, stable, bien sûr, s'il y a quoi que ce soit, on appelle la sécurité là, pour un transport, mais on donne des bouteilles d'eau, des bouchons d'oreilles, de la gomme pour stimuler là, la salive et tout ça. Donc, dans le fond, l'important, c'est d'avoir... Les gens vont quand même continuer à consommer quoi qu'on fasse. Oui, c'est ça. Ça serait se mentir de dire que demain matin, il n'y a plus de consommation. On l'a vu dans la prohibition, ça n'a pas fonctionné. Non. Ça va continuer comme ça, mais... L'important, c'est d'avoir l'environnement le plus sécure puis le plus adéquat à ça pour réduire justement là, tous les risques négatifs. Donc, si on peut donner là, cet environnement-là, on le fait. C'est ça, parce que c'est pas, au contraire, ce n'est pas une façon d'encourager la consommation. C'est juste de faire de la prévention pour que ça soit comme dans les festivals, que ces gens-là puissent avoir un endroit sécuritaire et qu'ils ne soient pas au milieu de la foule en train d'avoir des problèmes. Je préfère qu'une femme vienne nous voir pour avoir un matériel stérile, propre et tout ça, qu'elle nous en parle, qu'elle aille le faire en dessous du pont, puis qu'il y ait des complications qu'elle fasse seule dans un environnement non adéquat. Donc, le risque, puis le suivi après, puis le lien de confiance avec la personne, c'est inestimable. Oui, absolument. Je voyais aussi que vous avez comme... des activités, puis c'est un peu une programmation de jour, de soir et de fin de semaine. Et voilà, oui. Et qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, tout dépend des intervenantes que j'ai en place. Oui. Bien sûr, ça a un impact. Aujourd'hui, on suit vraiment beaucoup là, à la disponibilité de nos intervenantes et de leur intérêt. Et donc,
Puis, dans le fond, c'est important pour nous d'avoir le plus grand espace possible pour rejoindre le plus de femmes différentes possible. Ouais. Donc, on a des activités de jour, qui est un milieu de vie là, plus avec des femmes qui, bien, justement, ne travaillent plus, ne travaillent pas, est à la retraite. Donc, voilà, qui peuvent se déplacer là, dans ces heures-là. OK. On a un milieu de vie là, plus de soir, donc qui permet là, à des femmes, soit qui travaillent, qui sont beaucoup plus marginalisées à l'écart de la société un petit peu, qui n'ont pas le même beat de vie que nous, de pouvoir quand même avoir un espace sécuritaire, un espace libre de dire ce qu'elles veulent et sans jugement. Puis la fin de semaine aussi, donc c'est vraiment plus des activités sporadiques. Bien sûr, on a des activités là, quotidiennes, des programmes qui continuent, mais c'est vraiment là, de façon volontaire et informelle. Donc, qu'importe quelle femme qui souhaite venir dans ces plages horaires-là où on a disponible, elles sont les bienvenues. Puis quelquefois, la femme se retrouve avec seulement l'intervenante. Donc, ça peut créer des belles conversations. Dans le fond, nous, notre objectif, c'est d'avoir un milieu de vie où est-ce que les femmes peuvent venir prendre un café, puis juste passer le temps, faire quelque chose. Jaser. Et voilà, jaser, mais on a aussi beaucoup d'artisanat possible. Donc, on fait des activités avec les femmes. Récemment, on a fait des chandelles qu'on a pu offrir là, à Noël à d'autres femmes plus dans le besoin. Donc, c'est vraiment un partage là, un partage vraiment de vie, en fait. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est le fun, c'est vraiment quelque chose, ça a l'air d'être très accueillant et sécurisant. Oui, c'est vraiment dans la bienveillance. C'est ça, exactement, il n'y a pas de jugement. Non, 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 non. J'ai vu aussi que vous aviez une programmation, dont le dîner soupe, ou comment ça s'appelle? Le samedi de partage. Samedi partage. Oui, samedi de partager. Oui. Samedi, c'est le samedi. Partager. Samedi de partager avec l'autre. Oui. Donc, c'est un peu le jeu de mots, là. C'était vraiment avant la pandémie. Maintenant, on a changé de date parce que ben, là, le samedi, ça ne marchait plus pour nos membres. Oui. Mais dans le fond, le principe, c'était qu'une soupe soit être offerte à tout le monde, mais que tout le monde apporte aussi son repas à partager. Donc, un dessert, des biscuits, des quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un petit peu un potluck. Là, nous, on fournit bien sûr soupe, un petit dessert, café, mais les femmes sont invitées à partager aussi d'elles-mêmes quelque chose qu'elles ont fait. Puis c'est un échange mutuel. Cordial. Là, on tente de pouvoir reprendre ce concept-là là, avec les mesures qui vont diminuer. Ben oui, c'est ça. Là, on redevient un peu plus dans notre normalité. On revient à une normalité qu'on avait avant, mais qui est quand même différente un peu. Oui. Hein? C'est correct. Après 2 ans, là, hein? Et voilà. On a vu d'autres. J'ai vu aussi sur votre site que vous pouvez accompagner soit des membres d'une famille ou quelqu'un qui ont un membre de la famille qui a une dépendance au gambling, au jeu. C'est une chose qui est encore tabou. Hein? C'est quelque chose que souvent, on ne va même pas douter qu'une personne peut être. Ça, c'est les gens qui doivent aller vous voir pour savoir comment s'y prendre pour faire une intervention, comme on dit? Oui, c'est sûr que implanter ces milieux-là, c'est pas vraiment facile. Non. Donc, à part nous-mêmes être sur ces réseaux-là, ce qui n'est pas le cas. Ce programme-là, dans les dernières années, a été beaucoup moins utilisé que les années précédentes. Mais paradoxalement, il y a une augmentation de jeux de gambling en ligne surtout. Oui, en ligne. Donc, quand on parle de problèmes de jeux, on ne parle pas des jeux vidéo, là, on parle vraiment les machines à sous. Donc, puis avec la pandémie, ce qu'on a vu, c'est dans le fond l'accessibilité en ligne que les personnes ne connaissaient pas avant. Donc, quand c'était sur place, il y avait quand même le fait de devoir se lever, d'aller à un endroit, de faire ce qu'on avait à faire et de revenir. Maintenant, tout se fait à partir de ta chaise de salon. Donc, l'impact est plus grand avec les marges de crédit et tout. Oui. Donc, l'impact n'est pas le même. Donc, on s'attend dans les prochaines années à avoir une augmentation là, à ce niveau-là. Nous, un peu comme la consommation de substances, on n'est pas un centre de thérapie. Donc, nous, c'est vraiment on va discuter, on va prioriser là, la discussion puis la communication avec la personne. Quelquefois, c'est vraiment juste pour savoir comment aborder le sujet avec son père, avec sa mère, avec sa sœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Donc, on va vous donner des pistes de solutions vraiment
ciblé là, avec la personne qu'on a au téléphone. Oui, c'est bon comme service parce que c'est pas toujours facile de confronter. Bien, ça en vient souvent à la confrontation quand on a quelqu'un qu'on veut aider puis qu'on voit que cette personne-là s'enlise vers des problèmes. Oui. Parce que, puis surtout quand ça se fait à la maison, c'est à l'abri des regards, mais sauf qu'à un moment donné, ça devient... Mais ça a un impact sur la famille au complet. Sur toute la famille, c'est ça, que ce soit financièrement, émotionnellement et tout ça. Il n'y a pas tellement longtemps, vous aviez 3 employés, 3 personnes, 3 intervenantes. Maintenant, vous en avez beaucoup plus? Oui, donc maintenant, j'ai 10 employés. Ah, ça doit être le fun parce que là, les programmes, services et tout ça, là, c'est toujours... de plus en plus... En exponentiation. Exactement. Donc, vraiment, on est passé justement d'une très petite équipe 3 à... Puis là, il y a vraiment beaucoup de projets. Bien, c'est beau, c'est pas beau, mais la cause des femmes est vraiment à l'avant dans les dernières années. Oui. Donc, on a accès à beaucoup plus de subventions là, qu'avant. Il faut dire que ces subventions-là ne sont pas récurrentes nécessairement. Donc, pour l'instant, c'est fantastique. J'ai beaucoup de financement pour pouvoir... offrir des bonnes conditions à mes employés, mais aussi d'offrir des services à la population. Oui. Dans quelques années, on en reparlera. Bien, c'est ça, c'est toujours la course aux subventions et tout ça, parce que vous n'avez pas de moyens de financement. Non. À part ça, hein? Non, c'est ça. Tous nos financements, là, c'est soit par le gouvernement ou des subventions. On ne fait pas de mode de financement. Les gens peuvent faire un don si ça le cœur leur en dit. Oui, puis on a un coût faramineux là, pour être membre à l'organisme de 2 par année, symboliquement beaucoup plus qu'autre chose. Oui, c'est ça. Puis à chaque activité, là, dans le fond, les membres ont l'opportunité d'offrir un don à l'organisme pour payer l'activité sous forme d'enveloppe. Parce que nous, nos services, en fait, c'est à toutes les femmes, qu'importe leur milieu social, leurs moyens financiers. Alors, c'est pas toutes les femmes qui ont le même moyen financier. C'est ça. On organise des activités, par exemple, la cabane à sucre à chaque année. C'est pas tout le monde qui est capable de se payer la cabane à sucre. Donc, l'organisme va payer le total. Puis, chaque femme, on va mentionner... mais ça coûte environ 40 $ par personne. Ça, c'est le coût approximatif. Donc, chaque femme va avoir une enveloppe, va mettre des sous ou pas et le montant qu'elle le souhaite. Là, il y a des femmes qui sont en moyenne de donner un 100 $ pour... Donc, ça permet à d'autres femmes de pouvoir profiter et voilà, c'est redonné là, tranquillement comme ça. C'est anonyme. Et voilà. Il n'y a personne qui le sait. Tout le monde a l'enveloppe. On ramasse toutes les enveloppes après. Donc, c'est vraiment... C'est ça. On ne voit pas là, les gens à les porter, donc c'est un stress de moins. Puis ça permet à des femmes qui ne peuvent pas se le permettre aussi d'avoir ce moment-là. Là, oui, absolument, de sortir un peu de leur quotidien puis d'avoir du plaisir. Est-ce que, parce que faut le dire aussi, il n'y a pas aucun service qui est rémunéré. Les gens n'ont pas d'argent à débourser quand ils vont vous voir pour soit une consultation ou demander des questions et tout ça. Aucunement. Oui. Bon, ça c'est parfait. et dans les prochaines, années, si on veut, est-ce qu'il y a d'autres services ou d'autres programmes que vous aimeriez rajouter auxquels vous pensez présentement ou vous travaillez dessus? Là? Mais moi, c'est ça, j'ai 1 million d'idées. Je suis encore une personne jeune là, qui a envie de faire 1 million de changements. Puis j'ai la chance d'avoir une équipe vraiment dynamique aussi à mes côtés qui ont 1 million d'idées. Donc c'est sûr que oui, on a beaucoup d'idées. L'important, c'est quand même de ne pas trop se répartir. Oui, c'est vrai. Déjà que nous, on a un organisme en prévention des dépendances chez les femmes. On a quand même plusieurs volets maintenant de mix. Donc tout ce qui est information, on fait beaucoup de kiosques, autant dans les festivals, mais dans les écoles aussi. On va aussi dans les écoles secondaires en Estrie, donner des cours aux jeunes sur différentes... réalité, substance. Donc, on s'éparpille quand même un petit peu. Dans les prochaines années, ce que je veux vraiment, c'est qu'on revienne là, à créer un endroit sécuritaire pour les femmes, puis prioriser vraiment notre milieu de vie. Oui, c'est ça, exactement. De l'agrandir. C'est sûr que dans les prochains mois, on va devoir en plus se déménager. Donc, on va devoir recréer un milieu d'appartenance pour les femmes. Puis moi, je vois vraiment ça comme une opportunité là, de redonner en fait ce milieu-là à ces femmes-là. Donc, de le faire ensemble. C'est vraiment ça. Fait que ça, pour le déménagement, ça va être sur votre site Internet, que ça va être fait, là, que ça va être... Mais là, présentement, vous êtes au 333 rue Québec, à Sherbrooke. Alors, c'est la partie entre
King et Portland, pour ceux qui... Direct Portland. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Magali. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. C'est un bel organisme et on va... J'ai même pas besoin de dire on va vous souhaiter longue vie à l'organisme parce que ça fait déjà. On va bientôt fêter notre 40e, là. On est fiers. C'est quelque chose. Oui. Alors, un autre 40 ans. C'est bon, ça. On va peut-être vous revoir dans 40 ans. J'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ça complète notre information, notre émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 12h30. Au revoir.